Bonjour, Bitcoin n'est pas une usine à trombone. Et si vous voulez savoir pourquoi, pas d'autre choix. Il va falloir suivre l'ensemble de cette vidéo. Tout a commencé par une belle journée de printemps. Je regardais une interview de Sébastien Gouspillou animée par le très célèbre Elisha Berkane. Alors pour ceux et ceux qui ne connaissent pas Sébastien Gouspillou, c'est un des mineurs français les plus connus, il tient de nombreuses conférences. C'est vraiment quelqu'un d'agréable, de gentil, d'enthousiaste, de véritable souriant. Et aussi, c'est l'un des parrains d'Alice au pays des cryptos. Bref, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. L'interview, mais de très grande qualité. Idriss Aberkane pose de bonnes questions, anime tout ceci avec brio, de manière très humble. Et puis à un moment donné, c'est le drame. Quelqu'un nous dit, oui, mais alors 1000 kWh pour faire une transaction, c'est 30 jours de consommation pour un ménage. Je ne sais pas si ce chiffre est exact. Est-ce qu'il est exact, plus ou moins? Et qu'est-ce qu'on doit répondre à ça? Anger is more useful than despair. Cette remarque-là, particulièrement mal posée, c'est toute la raison d'être de la vidéo. J'ai un rapport très rationnel à l'écologie. Et ici, nous sommes devant un niveau d'ignorance qui tourne en ridicule la cause écologique et environnementale. C'est comme un climato-sceptique acharné, il est au bord du spectre. Là, nous sommes de l'autre côté du spectre, nous sommes dans un véritable produit de la post-vérité. Et pour celles et ceux en fait, qui ne sont pas très familiers avec la notion de post-vérité, disons clairement que c'est quand le primat de l'émotion en fait, porte sur la raison. En gros, on s'en fout de savoir si un truc est vrai ou faux. Le plus important, c'est que ça fasse le drama, c'est que ça transmette des émotions. Et c'est vrai que là, c'est magnifique. En vérité, c'est vrai, c'est un scandale. Un mois de consommation énergétique pour une transaction, quel horrible scandale, quelle monstruosité. Vous vous rendez compte? La planète va brûler à cause de Bitcoin. C'est bon? Vous avez votre dose de drama? Allez, je vous en donne encore un peu. Bon, maintenant que nos cerveaux de primates sont un tout petit peu satisfaits, je vais vous proposer d'allumer quelques capacités de raisonnement, juste une minute. Ma démonstration va prendre 30 secondes. Nous allons aller sur un des très nombreux sites qui montrent l'activité de Bitcoin en temps réel. Alors, ici, nous sommes sur un des sites qui est très connu, blockchain.com, en fait, qui trace et qui audite en fait, l'activité du Bitcoin en temps réel. Comme vous le savez, pour certains d'entre vous, Bitcoin est un programme complètement transparent et on voit exactement ce qu'il fait. Nous sommes le 2 août. Je vais regarder, par exemple, le bloc qui est ici. Donc, en fait, cette bloc-là, qui contient 1600 transactions, donc 1500 transferts bancaires de personne à personne, a en fait plein d'informations qui lui sont attachées et normalement, l'une d'entre elles, ce sont les frais moyens de transaction. Alors, on ne va pas faire le calcul puisque ce sont des frais qui sont en Satoshi et en Bitcoin. Donc, on va prendre quelque chose de très simple, c'est qu'on va regarder toutes les transactions qui ont eu lieu et on va prendre celles qui ont coûté le plus cher et le moins cher. Là, ce qu'on peut remarquer, la première chose, c'est que par exemple ici, nous avons un grand nombre de transactions qui ont coûté $100 à être émises. Ça veut dire que la personne qui a émis ces transactions a dû payer $100 de frais. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a déjà 500 transactions dedans. Et donc, si on regarde aussi celles et ceux qui ont payé le moins cher, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'on peut très bien faire des transactions pour 25 centimes, pour 21 centimes d'euros. Bref, j'ai rapidement fait le calcul, on est environ à 1 euro de frais de transaction. Sachant qu'en fait, ce ne sont pas des transactions en soi-même, puisque comme on a pu le voir, une transaction peut contenir à l'intérieur 500 petites transactions. Et d'autant plus qu'en fait, une transaction Bitcoin peut aussi ouvrir un canal Lightning, qui est un sous-réseau de Bitcoin, qui va à son tour pouvoir générer des centaines, voire peut-être même des milliers de transactions de son côté. Mais peu importe. En tout cas, ce que notre personne est en train de dire, c'est que Bitcoin demande 1 mois de consommation énergétique d'un ménage pour quelque chose qui est facturé 1 euro. Alors, on va regarder un tout petit peu sur le site d'EDF. On remarque environ le prix du kilowattheure est aux alentours de 18 centimes, 18-20 centimes. Ce qui veut dire en fait que quand votre camarade dit qu'une transaction Bitcoin consomme 1000 kWh, cela veut dire qu'elle coûte 200 € d'électricité. Or, ce qu'on a remarqué, c'est que les frais qui sont facturés aux utilisateurs de Bitcoin est un peu moins de 1 euro par transaction. Ce qu'il est en train d'essayer de vous dire, notre ami écologique, c'est que quelque chose qui est vendu à 1 euro et coûte 200 € d'électricité. Voilà. Bon, j'entends que Bitcoin est un sujet compliqué, donc on va prendre quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le jus d'orange. C'est un exemple que tout le monde comprend bien. Notre ami écologiste vient de nous expliquer qu'il faut 200 € de kilo d'orange pour faire un jus de fruits qui est facturé 1 euro en magasin. Et tout le monde trouve ça normal.
N'importe quelle personne soucieuse de l'environnement se doit, à mon sens, d'avoir une pensée rationnelle basée sur les faits. Et attention, je vais dire un gros mot, la science. À minima, les maths. Et si je suis en colère, c'est que c'est dangereux de dire n'importe quoi au nom de l'écologie. En fait, c'est dangereux de dire n'importe quoi pour la simple raison qu'après, on n'est pas pris au sérieux. On n'est pas pris au sérieux, on n'est pas surtout pris pour des gens rationnels. Entendez bien, je me sens sincèrement écologiste et rationnel. J'ai d'ailleurs pris farouchement la défense de ces activistes désespérés qui arrosaient des œuvres d'art, en tout cas les vitres de protection des œuvres d'art, de sauce tomate et d'autres liquides. Et je vous assure que pour défendre ces gens sur les réseaux sociaux, c'était la guerre. D'ailleurs, tiens, je fais une petite pause culturelle. Est-ce que vous saviez qu'à l'époque des suffragettes, pour défendre en fait la cause féminine et les droits des femmes, une suffragette avait complètement massacré une œuvre d'art qui était la Vénus de Velázquez. Elle avait complètement massacré cette œuvre d'art au couteau. Donc comme quoi, en fait, s'attaquer à l'œuvre d'art pour défendre des causes écologiques ou des causes humaines, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Bref, comme vous l'aurez compris, je n'hésite jamais à défendre des causes écologistes ou humanistes quand elles font sens et surtout quand en fait on ne ment pas pour attirer l'attention. Maintenant, en fait, qu'on a posé un peu tout ça, on va quand même se poser deux questions. La première, pourquoi cette personne n'est pas allée vérifier la véracité de ce qu'elle a dit? C'est le premier point. Et la deuxième, d'où vient ce chiffre? Parce que forcément, elle n'a pas pu l'inventer. La première question, c'est pourquoi cette personne n'est pas allée vérifier? Tout simplement parce qu'à mon sens, je pense que ça vérifie un peu ce qu'elle pensait déjà. On a plusieurs choses, notamment ce qu'on appelle les biais de confirmation. Nous pensons la plupart du temps par des heuristiques. Nos pensées, en fait, c'est comme les gestes, ce sont des choses approximatives. Vous vous cognez sur la table quand vous vous déplacez de temps en temps parce que vous ne pensez pas chacun de vos gestes. C'est pareil, vous ne pensez pas chacune de vos pensées. On travaille sur des heuristiques et on va essayer de penser très souvent rapidement pour pouvoir généralement confirmer notre vision de la réalité. Donc c'est quelque chose qui est très connu en biais comportemental. Il faut avoir conscience que sur Terre, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui ont du Bitcoin et celles qui n'en ont pas. Et en fait, on a toujours tendance à dire que ceux qui ont du Bitcoin vont vouloir défendre Bitcoin à tout prix parce que globalement, c'est dans leurs actifs, ils possèdent ça. Et en fait, on a tendance à oublier que l'inverse est tout aussi vrai. Et entendez bien que c'est normal, hein. On cherche tous à rationaliser nos actes et notre situation. Ceux qui ont du Bitcoin et aussi ceux qui n'en ont pas. Et on va essayer de comprendre un tout petit peu ça, parce que c'est un biais tout aussi puissant d'avoir du Bitcoin que de ne pas en avoir. Bref, comme on le sait tous, en fait, Bitcoin a une histoire. À ce moment-là, effectivement, Bitcoin valait un peu moins de 1000 euros. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, il vaut quasiment 100 000 euros. Et il y a eu des périodes où il valait 20 000 euros, où il valait 7 000 euros. En fait, pour vous dire très simplement, sur Bitcoin, il était facile de faire un x10, de faire un x100. Et donc, en fait, c'est compliqué. Quand on a entendu parler de Bitcoin pendant cette période-là, et beaucoup de gens ont entendu parler de Bitcoin de cette partie-là, de se rationaliser le fait de ne pas en avoir acheté. Toute personne qui a eu l'occasion d'en acheter à ce moment-là, en fait, d'une certaine manière, le regrette, et c'est parfaitement normal. Et ceci n'est pas un conseil en investissement, hein. Si on regarde ça en distanciel, effectivement, si tout le monde avait connu l'avenir, tout le monde en aurait acheté à ce moment-là. Et donc, globalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous n'en avez pas acheté à ce moment-là, et si vous n'en avez pas acheté ici non plus, et si vous n'en avez pas acheté là, si vous n'en avez pas acheté là, si vous n'avez jamais acheté, et que vous vous rendez compte qu'en fait, qu'une grande majorité des gens qui ont acheté pendant cette période-là ont probablement fait une plus-value, il faut que vous rationalisez le fait de ne pas l'avoir acheté. On est devant une injustice. Il y a une vraie dissonance cognitive, il y a vraiment quelque chose qui vous traumatise. Et donc, globalement, il faut trouver une manière ou d'une autre de rationaliser votre geste. Alors, c'est très, très bien expliqué, hein, ce genre de choses sont expliquées notamment dans les travaux de Léo Festinger, je vous mettrai le lien en commentaire. Plusieurs possibilités, plusieurs choses en fait que l'on peut faire. Première possibilité, qui est celle d'ailleurs qu'utilise la majorité des gens, c'est de vous dire que finalement l'argent ne vous intéresse pas et que c'est pas si important que ça. C'est-à-dire que vous n'avez jamais été compte investisseur, vous auriez pu en acheter mais vous n'en avez pas acheté. C'est ni grave, ni pas grave. Donc globalement, vous vous éloignez de ça et en fait, vous ne vous intéressez pas à Bitcoin pour justement ne pas y avoir à penser. Je pense que c'est la majorité des gens qui pensent comme ça. La majorité des gens en France ne sont pas portés par l'investissement et c'est, on va dire, la rationalisation la plus simple. La deuxième rationalisation, elle est beaucoup plus compliquée. Elle consiste à se remettre totalement en question et de se dire merde, finalement j'aurais dû en acheter, apparemment c'est pas une arnaque, à minima ce truc-là n'est pas voué à mourir, c'est probablement très intéressant. Bon sang, qu'est-ce qui fait que j'ai loupé ça? Vous allez commencer à étudier, vous allez peut-être même en acheter, pour vous, d'une certaine manière, vous racheter. Et globalement, vous allez partir du principe que vous vous êtes trompé et être beaucoup plus attentif et vous informer et vous éduquer
à la suite. La troisième option, qui est très pratique, qui est très facile, est de ne pas vous remettre en question. De ne pas adopter une posture qui est trop exigeante, de ne pas nécessiter avoir un accès intellectuel. Et donc, par conséquent, vous allez partir du principe, vous allez prendre le chemin le plus facile, le plus rapide, le plus séduisant. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Bref, vous allez tout faire pour tordre la réalité, pour justifier votre choix de ne pas avoir acheté du Bitcoin. Et attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas en train de dire que tous celles et ceux qui disent du mal du Bitcoin sont en vérité furieux de ne pas en avoir acheté. Je suis en train de te dire tout simplement que c'est un biais qu'il est beaucoup plus confortable intellectuellement de diaboliser quelque chose qu'on n'a pas, à contrario de diaboliser quelque chose qu'on a. Si vous avez par exemple des amis qui partent dans un voyage en bateau, par exemple, à une destination qui vous semblait sympathique, et que vous ratez le bateau à ce moment-là, si à un moment donné vous apprenez des nouvelles, on va dire mauvaises de ce pays-là, vous allez l'accepter plus facilement parce que ça va vous consoler du fait d'avoir raté votre bateau. Et c'est normal. Pour finir sur cette question des biais, notez un truc important, c'est que ceux qui croient en Bitcoin, ils croient suffisamment pour mettre de l'argent. Un concept très simple de skin in the game. Ça veut dire qu'ils misent sur leur croyance. C'est-à-dire qu'ils misent de l'argent sur le fait que cette chose-là fonctionnera. Et donc, d'une certaine manière, leur foi pour Bitcoin a un certain engagement financier. Alors qu'en fait, celles et ceux qui disent du mal du Bitcoin, ils ne s'engagent à rien. Ils ne risquent rien de dire du mal du Bitcoin. Bitcoin a une particularité, c'est que ce n'est pas une entreprise. Globalement, ils n'ont pas un bureau d'avocat qui va pouvoir répondre à toute mauvaise allusion à son égard. Si demain je fais une vidéo qui détruit Coca-Cola, peut-être, je dis bien peut-être, j'aurai un ensemble d'avocats qui viendront m'attaquer pour diffamation. Si quelqu'un fait une vidéo qui détruit Bitcoin, aucun groupe d'avocats ne viendra l'attaquer pour diffamation. Donc d'une certaine manière, il est très aisé de dire du mal de quelque chose qui ne peut pas se défendre, d'autant plus que, en fait, quand cela nous rationalise. On va arriver sur un autre point, le biais de répétition. Alors, le biais de répétition, c'est probablement un des effets qui nous affecte le plus pour tout le monde. Nous sommes à l'heure des médias gratuits, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des algorithmes. Donc, en fait, globalement, la quasi-totalité des consommations qu'on a aujourd'hui sont en fait sélectionnées par un algorithme. Et donc, nous avons tendance à avoir les mêmes nouvelles, à avoir le même type d'informations, à être dans une bulle informationnelle. Je me méfie beaucoup de mes bulles informationnelles. Je prends très souvent des comptes de réseaux sociaux qui ne sont pas les miens pour pouvoir justement voir d'autres types d'informations. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mensonge répété des milliers et des milliers de fois devient un peu une vérité pour la majorité des gens. Et il s'avère qu'au sujet de Bitcoin, le fait qu'il soit polluant sans aller chercher à comprendre en quoi il l'est et pourquoi il l'est et de quelle manière il l'est, fait qu'en fait, si demain dans la rue vous dites que Bitcoin est polluant, personne ne remet ça en question, tant ça a été répété dans les médias. D'ailleurs, je vais vous laisse un petit extrait d'un expert que j'aime beaucoup, qui en parle en 10 secondes. Il y a ce qu'on appelle les effets de répétition simple, qui deviennent très importants quand on s'informe en ligne. Les effets de répétition simple, c'est quand on voit une même nouvelle être répétée plein de fois, de plein de sources différentes, je me dis, peut-être que c'est vrai, s'il y a tellement de gens d'horizons très variés qui sont en train de le répéter, peut-être que c'est vrai. À titre personnel, je recommande beaucoup le travail d'Albert Moukébert que vous avez vu en vidéo sur le sujet de l'éco-anxiété, de la nécessité de diriger nos efforts sur le questionnement de notre système économique et des abus des puissants sur le monde, plutôt que de chercher à dénoncer son voisin pour paraître plus écologique que lui parce que c'est plus dramatique. En fait, j'ai tendance à faire en sorte qu'on n'obéisse pas en fait à des mécanismes de violence horizontale. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui a lieu, essayer de nous interroger pourquoi ça a lieu, plutôt que de juger son voisin à droite et à gauche en disant tout simplement, t'imagines, tu te rends compte, les transactions sur Bitcoin, c'est la consommation mensuelle d'une famille. Et pour le coup, des articles qui disent du mal du Bitcoin, il y en a vraiment des milliers. Il existe même des sites qui les collectionnent comme des Pokémon, c'est-à-dire qu'au niveau de la communauté des Bitcoiners, il y a même une certaine fascination pour ces articles-là et des sites et références. Alors du coup, je vais vous en montrer un ou deux. Alors un des premiers sites est tout simplement Bitcoin is Dead, qui montre différents types de chartes en fait, avec les liens sur les différents articles. Alors ils ont des choses assez amusantes, notamment le fait que si on avait investi 100 € à chaque fois qu'un article de grands journaux disait du mal de Bitcoin, on serait aujourd'hui très riche. Le deuxième site, qui est 99 Bitcoin ou Bitcoin Funérailles,
et contient aussi une très grande quantité d'articles que vous pouvez consulter. D'ailleurs, il sert souvent de source à différents sites comme celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc globalement, si vous êtes dans les réseaux sociaux et que vous voyez en permanence des articles qui disent du mal de Bitcoin, on est dans une situation où on peut vous en dire n'importe quoi. Pour la bonne et simple raison que comme vous ne connaissez pas le sujet, on peut en dire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, un petit coup de Albert pour revoir ça. Si moi, je connais quelque chose, tu vas avoir beaucoup plus de mal de venir m'embourber dessus. C'est pour ça que on peut embourber les gens, je ne sais pas, sur un truc comme les OGM, le nucléaire, etc., parce que c'est des sujets assez techniques, mais il n'y a personne qui est en train d'embourber les gens sur les lunettes. Il n'y a personne qui est en train d'embourber les gens sur les plâtres si tu te casses le bras. Bref, comme vous l'aurez compris, Bitcoin n'a pas de département juridique, n'a pas un cabinet d'avocats qui le protège. On peut donc en dire absolument n'importe quoi. Et comme l'écrasante majorité des gens ne comprennent pas comment fonctionne Bitcoin, globalement, ça ne s'arrête pas. Et il y a un effet de répétition qui s'accumule. Une des particularités intéressantes pour le coup de la communauté Bitcoin, qui est assez surprenant, sociologiquement très intéressant à étudier, et qu'en fait la communauté s'est organisée pour créer une forme de fétichisme sur la critique facile et décérébrée au sujet de Bitcoin. Ce qui veut dire en fait que les praticiens de Bitcoin, les connaisseurs de Bitcoin, collectionnent et globalement rient en fait de ces critiques généralement pas fondées scientifiquement ou rationnellement. Un des cas emblématiques, vraiment des cas emblématiques qu'on peut vous parler un tout petit peu aujourd'hui, c'est l'histoire du Satoshi Skull. Issu d'une campagne de Greenpeace pour dénoncer la consommation énergétique de Bitcoin, le Satoshi Skull, en fait, est une œuvre magnifique de l'artiste Wang Wang. Donc c'est un air inquiétant, des yeux laser, de la fumée qui sort du crâne. Toute cette œuvre est en fait une surcharge émotionnelle destinée à nous faire réagir. Et c'est vrai, Satoshi. Pourquoi es-tu si méchant? Être ou ne pas être écocite, voilà la question. Et pourtant, malgré cette campagne en fait très discréditante au sujet de Bitcoin, en fait, des passionnés, des gens de la communauté ont contacté l'artiste, ont échangé avec lui, ont partagé différentes informations, ont utilisé un truc, attention, la science, pour relativiser le message qu'il transmettait et lui expliquer un peu comment fonctionne Bitcoin. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis, en fait, l'artiste a retourné sa veste, a autorisé toutes celles et ceux qui le désirent à faire tous les produits dérivés qu'ils veulent sur son art. Et c'est encore dans sa page Twitter, ce fameux « Of course, j'avais tort ». D'ailleurs, ce message-là est encore épinglé du compte Twitter de Wang Wang. Et on a effectivement tout le retour qui est fait sur son œuvre, effectivement la manière avec laquelle il a compris un tout petit peu comment fonctionne Bitcoin et que globalement, il regrettait en fait le message, mais il ne regrettait pas son œuvre, puisque globalement, le Satoshi Skull aujourd'hui est complètement repris par la communauté et est un objet que l'on peut retrouver à droite et à gauche dans de très nombreux produits dérivés. C'est sûrement les paroles les plus difficiles à prononcer pour un être humain. Et la première fois, c'est un petit spoiler, la première fois que moi j'ai entendu parler de Bitcoin, je me disais aussi que c'est trop beau pour être vrai. Moi aussi, j'avais tort. Of course, j'avais tort. Il en est fait beaucoup plus facile de détester Bitcoin que de l'aimer à notre premier contact. C'est un peu comme le café ou la bière. Le chemin intellectuel le plus facile est de le mépriser. C'est plus facile, plus rapide, plus séduisant. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Bref, aujourd'hui, le Skull of Satoshi est devenu un des cris de ralliement pour les défenseurs de Bitcoin. Mais qu'est-ce que ces passionnés ont pu lui dire à cet artiste très engagé pour l'écologie pour en faire un allié? Qu'est-ce qu'ils ont pu dire à cette personne pour qu'à un moment donné, elle retourne sa veste aussi facilement? On va pouvoir maintenant aller à la deuxième partie de cette vidéo. D'où vient ce fameux chien? En réalité, il ne faut pas mentir. Le réseau Bitcoin utilise énormément d'énergie pour le transformer en Bitcoin. Cette transformation énergétique au niveau mondial avoisine les 188 TWh. Et oui, c'est des millions de sèche-linge en même temps. Mais contrairement à ces derniers, le réseau Bitcoin façonne un produit fini. Non sujet à l'obsolescence programmée, impérissable, une forme d'or numérique, c'est-à-dire de Wozniak en personne, du Bitcoin. Chaque 10 minutes environ, le réseau Bitcoin va fabriquer un bloc, ce qu'on a vu en début de vidéo, un ensemble de données qui sont protégées cryptographiquement et qui ne peut pas être remis en question et qui sert de preuve comptable sur qui possède combien de Bitcoin sur le réseau. Chacun de ces blocs contient en moyenne 3000-4000 transactions, elles-mêmes qui peuvent se décliner en plusieurs transactions, comme on l'a vu au début de vidéo, où une transaction pouvait contenir 500 transactions à l'intérieur, et je ne compte pas les transactions qui ouvrent des canaux Lightning et qui peuvent à leur tour créer des centaines d'autres transactions. Mais
Partons du principe qu'on vit dans un monde simple, 3400, 3000 ou 4000 transactions en moyenne. Par conséquent, si on prend la consommation énergétique de Bitcoin et ces transactions-là, on va tomber sur le chiffre que dénonce notre camarade. Sauf que Bitcoin ne fait pas que ça, et clairement pas. À chaque bloc généré, Bitcoin crée ex nihilo, à l'heure actuelle, 3,125 Bitcoin. Et 3,125 Bitcoin, c'est beaucoup d'argent. C'est environ 320 000 € toutes les 10 minutes. Ça fait presque 46 millions d'euros par jour. Donc oui, quand vous avez un réseau qui crée presque 46 millions d'euros de création de valeur par jour, on peut s'attendre à que ça consomme quelques watts. Ah oui, c'est pas pour rien. Cela mérite quelques kilowatts, n'est-ce pas, Satoshi? Bref, lorsque notre ami parle d'une consommation folle par transaction, il a juste divisé la consommation globale par le nombre de transactions en ignorant totalement cette création parallèle en valeur. Vous savez, c'est comme si, par exemple, vous prenez la consommation d'un vol Paris-New York. Paris-New York, c'est une grosse consommation énergétique, hein, c'est beaucoup de kérosène. Que vous comptiez qu'il y a 5 personnes qui prennent un jus d'orange dans cet avion, que vous divisiez la consommation de tout le vol par 5 et que vous vous dites c'est une folie de prendre du jus de fruits, regardez tout ce que ça consomme comme carburant. Et ce qui est intéressant, qui est quand même le point le plus crucial, c'est que le bloc est 1, 2 ou 3000, 4000 transactions, le réseau va consommer exactement la même chose. Et c'est ça le point le plus important, c'est que la consommation de Bitcoin ne dépend pas du nombre de transactions. Prenons par exemple une usine à trombone. Tu la vois venir, la transition avec le titre de la vidéo. Si on prend une usine à trombone qui fabrique par exemple 1 million de trombones par heure. Donc vous prenez une usine qui produit 1 million de trombones par heure et qui consomme 1 million de wattheures. Oui, je fais au mieux pour simplifier les calculs, hein. Je suis quelqu'un de gentil. Alors, on peut raisonnablement dire que fabriquer un trombone demande 1 wattheure pour être produit. Mais si à un moment donné, on cherche à doubler la production des trombones, nonobstant les économies d'échelle et les dépenses énergétiques fixes, on peut s'attendre à qu'on double la consommation énergétique de l'usine. En soi, l'usine produit des trombones proportionnellement à l'énergie employée. Cette façon simple de calculer est rudimentaire, mais plutôt fiable et plutôt valable. C'est une heuristique économique tout à fait cohérente qu'on connaît tous et qu'on utilise en permanence. Quand vous prenez un restaurant avec des amis et que vous êtes 5 et que vous avez l'addition de la table entière, vous allez calculer combien coûte en moyenne chaque couvert. Vous partez du principe que s'il y a 8 amis, s'il y a 12 amis, l'addition de la table va grossir à peu près proportionnellement. On utilise toute cette heuristique économique. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien sur Bitcoin, quand il voit la consommation électrique que ce bousin fait et qu'il voit le très peu nombre de transactions qui ont lieu, à savoir que 3000, 4000 toutes les 10 minutes, bah forcément on fait un calcul de note de table. Sauf qu'en fait, ça n'a absolument pas de sens. Pas du tout. Parce que Bitcoin n'est pas une usine à trombone. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, que Bitcoin génère une transaction ou 1000 transactions, 4000 transactions par bloc, cela ne change absolument pas sa consommation énergétique. Donc en fait, que l'avion, les gens boivent ou pas du jus de fruits, va consommer à peu près pareil. Et donc on est devant une usine qui va consommer pareil, qu'elle sorte un trombone ou 1 milliard de trombones. C'est quand même pas rien. Imaginons que demain, nous décidons d'installer une énorme usine de minage de Bitcoin sur Paris. Immense, hein, un quartier entier, la moitié de Paris. Première chose, il ne va pas avoir plus de Bitcoin créés. C'est-à-dire que le protocole impose 3 Bitcoins et les poussières toutes les 10 minutes, sans aucune considération de l'énergie investie. Deuxièmement, il n'y aura pas plus de transactions par rapport à avant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a doublé la production énergétique du Bitcoin qu'il y aura plus de transactions. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Parce que dans notre éducation, il n'y a pas d'équivalent. De notre éducation, de notre compréhension du monde, de notre compréhension de la logistique, la production industrielle, les services sur Terre, les bus, des usines, la logistique, la bouffe, tout est proportionnel à sa quantité. La consommation énergétique des choses est proportionnelle à la quantité en sortie. Bref, tout fonctionne de la même manière, à une règle simple et primitive. Plus d'énergie, plus de trombones. Et entendez bien que notre cerveau adore retrouver des patterns. Il adore en fait obéir à ce genre de modèle. Il n'aime pas inventer de nouveaux modèles et de nouveaux concepts. Et il préfère se rattacher à ce qu'il connaît déjà. C'est exactement pour ça d'ailleurs qu'en pédagogie, ce qui est mon métier, la métaphore fonctionne si bien. C'est pour ça que j'utilise les jus de fruits. Pour vous expliquer, vous rattacher à des choses que vous connaissez. Mais lorsqu'effectivement on vous demande de vous rattacher à des concepts que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, forcément on fait des erreurs. Maintenant qu'on a compris que Bitcoin n'est pas une usine à trombone, ce qui veut dire que sa production
de transactions et de Bitcoin ne dépend pas de l'énergie qui est injectée. C'est qu'en soi, on fait un système industriel complètement différent de tout ce que le reste que vous connaissez. Maintenant qu'on a appris ça, puisqu'effectivement, injecter de l'énergie supplémentaire ne produit pas plus de Bitcoin, pourquoi Bitcoin utilise autant d'énergie? C'est vrai, ça, Bitcoin. Pourquoi autant d'énergie? Pour comprendre ça, on va essayer de comprendre à quoi sert l'énergie de Bitcoin, tout simplement. En voyant pourquoi l'énergie est utilisée, on saura pourquoi il en prend autant. Chaque 10 minutes, le protocole propose une énigme cryptographique pour protéger dans le temps l'historique des transactions de Bitcoin ainsi que sa création monétaire. En effet, Bitcoin, ce n'est pas une monnaie physique, ce n'est pas une pièce de monnaie, il n'y a pas d'or derrière ça. Ce qui veut dire qu'il n'a pas d'autre choix, comme c'est une monnaie numérique, d'être scriptural. Il faut donc assurer la véracité de ce registre. C'est un ensemble d'arsenal juridique, bancaire, institutionnel, étatique, qui garantit en fait la véracité de ces registres-là. Cet arsenal juridique, institutionnel et étatique, entendez bien, consomme aussi énormément d'énergie. Il emploie des millions d'employés, des fonctionnaires dans le monde entier, et la garantie, l'autorité de ces gens-là est garantie par d'innombrables choses. L'autorité d'État, des flottes entières de porte-avions. Pour la petite histoire, Michel Kazaka, vous trouverez le lien en commentaire, a fait une brillante comparaison entre la consommation énergétique du Bitcoin et le système actuel au prorata de son apport. Et ça vaut le détour. Pour Bitcoin, pas besoin de porte-avions, pas besoin d'armes nucléaires. La véracité de son registre est protégée cryptographiquement. Et c'est ça l'un des points les plus importants. Donc voilà, vous l'avez compris, plus Bitcoin utilise de l'énergie, plus sa protection cryptographique est forte. Par contre, il va se poser la question, comment celles et ceux qui injectent de l'énergie sur Bitcoin arrivent à le faire de manière rentable? Comme tout le monde sait, miner rapporte de l'argent, mais pas n'importe comment, de manière discrète et non continue. En gros, le réseau va récompenser les mineurs ayant proposé la solution à l'énigme cryptographique le plus rapidement. Donc c'est à tour de rôle que les mineurs vont pouvoir gagner selon en fait le prorata de leur énergie qui est émise. Plus un mineur dispose d'énergie, plus il suffit de remporter cette épreuve. Cela veut dire que sur le long terme, le réseau va répartir les richesses de la création monétaire au prorata du travail. Je vais le répéter, au prorata du travail. Pas d'appropriation prédatrice de la force de travail, d'exploitation, pas de privilège du capital, pas de passe-droit injuste, pas de parasite, pas d'héritage injuste, pas de vol. Au prorata du travail énergétique. C'est un système de répartition des richesses qui récompense uniquement le travail. Et il est donc normal que cela certains dérangent politiquement. Mais on va aborder la conclusion pour que vous compreniez un peu quelques subtilités finales. On a répondu à la première question. L'énergie employée dans le minage sert d'abord à sécuriser les transactions et la création monétaire dans l'histoire en récompensant au prorata du travail celles et ceux qui ont investi de l'énergie. Mais là où se pose la question, c'est que Bitcoin fonctionnerait autant avec beaucoup d'énergie qu'avec très peu d'énergie. Et donc, comment se fait-il que Bitcoin trouve autant d'énergie? Comme j'ai déjà expliqué, Bitcoin n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Mais il prend toute l'énergie qu'on lui donne. La véritable question est donc pourquoi autant de gens minent et recyclent autant de kilowattheures en Bitcoin. En effet, comme en fait, plus il y a de mineurs, il n'y aura pas plus de Bitcoin. Ils vont donc se répartir en fait la création de Bitcoin en question. Donc pour qu'un mineur soit rentable et ne pas miner à perte, parce que c'est un agent économique rationnel et qui n'est pas subventionné, il doit disposer d'une énergie à 2-3 centimes le kilowattheure. Notez que c'est quand même presque 10 fois moins que ce que vous payez vous. Et encore en France, on a une énergie qui est relativement pas chère. Pour qu'un fournisseur d'électricité vende ses kilowattheures aussi bas, il faut absolument que l'offre dépasse de très loin la demande électrique du moment. Imaginez que vous vendez du jus de fruits frais. Oui, j'adore le jus de fruits. Et que tout le monde achète votre verre de jus de fruits à 20 centimes. Pourquoi allez-vous le vendre à quelqu'un d'autre à 2 centimes? Si vous avez des tas de personnes qui achètent votre verre à 20 centimes, vous n'allez pas le vendre à 2 centimes à quelqu'un. Il y a deux raisons pour lesquelles vous allez le faire. Premièrement, la production est au-dessus de la demande. Vous avez fait beaucoup trop de jus de fruits. Vous avez donc tous ceux qui voulaient du jus de fruits à 20 centimes l'ont acheté. Il vous reste énormément de stock et le jus de fruits, c'est un peu comme l'électricité. Bah oui, on choisit des exemples cohérents, Satoshi. Le jus de fruits, c'est comme l'électricité. S'il n'est pas consommé, il faut le jeter. Il n'existe pas de congélateur pour le surplus énergétique. Les technologies de stockage d'énergie ne sont pas encore rentables et pas facilement déployables partout sur Terre. Ça se saurait. Bref,
Vous avez trop de jus de fruits, il vaut mieux le vendre 2 centimes que le jeter. Et pour information, c'est exactement ce qui se passe dans un pays où il n'y a pas de coupure électrique journalière. On produit toujours plus que ce qu'on consomme, de manière à pouvoir absorber les pics. Et donc en fait, cette énergie qui est en plus, elle peut être vendue à 2 centimes pour des acheteurs de dernier recours, comme les mineurs. Deuxième raison, la production est imposée et dépasse encore plus la demande. Et là, c'est comme si vous aviez branché une fontaine à jus de fruits que vous ne pouvez pas arrêter. Et donc globalement, cette énergie abondante que vous ne contrôlez pas, ce qui est exactement le cas des énergies renouvelables et des barrages hydrauliques en période de pluie, eh ben, il faut aussi la rationaliser, il faut aussi l'utiliser. Et à ce moment-là, les mineurs de Bitcoin deviennent d'excellents acheteurs en dernier recours. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'énergie à 2 centimes d'euros? Parce que globalement, si Bitcoin consomme autant d'énergie, l'équivalent d'un petit pays, comme on le dit, cela veut dire qu'en fait, il y a l'équivalent d'un petit pays en énergie qui sont vendus à 2 centimes. 20 fois moins, 10 fois moins que les consommateurs classiques. C'est ça le problème. Et donc vous avez compris, Bitcoin n'a pas besoin d'énergie. Le réseau ne consomme pas de plus en plus. C'est juste qu'il y a de plus en plus d'énergie qui est bradée. Si Bitcoin aujourd'hui consomme autant d'énergie, j'aurais même tendance à dire recycle autant d'énergie. C'est dû à deux choses. Le Bitcoin n'a jamais valu autant et il n'y a jamais eu autant de surplus énergétique, il n'y a jamais eu autant d'énergie renouvelable, ce qui est une bonne chose. Ce sont des énergies qu'on ne contrôle pas et ça, les mineurs l'ont très bien compris. L'utilisation croissante de l'énergie de Bitcoin n'est pas la preuve d'un besoin énergétique de sa part, croissant comme une usine à trombone, mais le fait que de plus en plus de professionnels exploitent ces énergies perdues pour renforcer un réseau monétaire au lieu de jeter cette énergie. Elle est valorisée en Bitcoin. Alors entendez bien que c'est pas moi qui le dis. Des dizaines d'articles de recherche abordent aujourd'hui très librement cette situation, la manière avec laquelle le réseau peut rendre rentable des formes d'énergie renouvelables, qu'il était impossible de rentabiliser autrement. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, car on n'a plus le temps, mais c'est de la science, c'est du savoir de l'humanité. Ce n'est pas les fantasmes d'un journaliste en mal de clics, et attention spoiler, cela va plus loin qu'une division pour faire sa démonstration. À ce sujet d'ailleurs, je vous propose l'excellent tweet d'Alexandre Sachenko de janvier de cette année. Je vous mettrai pareil le lien en commentaire où vous avez plein d'articles de recherche qui voient Bitcoin sous un autre angle, dans sa capacité effectivement à pouvoir exploiter les énergies renouvelables et les surplus énergétiques. Bref, pour finir un tout petit peu sur tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on s'est dit quand même beaucoup de choses, c'est de bien comprendre en fait que Bitcoin se cristallise avec le monde qui l'entoure. Dans un monde où la quantité d'énergie disponible ne fait que croître exponentiellement jour après jour, dans un monde où on crée de plus en plus de richesses et qu'on crée de plus en plus d'énergie pour pouvoir la cristalliser, il est normal qu'il y ait de plus en plus de morceaux énergétiques qui tombent de la table à manger et que Bitcoin les recycle en Bitcoin. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de se dire que si demain on est dans un monde où on se trouve avec des véritables limites planétaires, savoir que l'énergie est de plus en plus difficile à produire, et si effectivement demain l'énergie est divisée par 10, par 100 sur notre Terre, Bitcoin fonctionnerait pareil. Il n'a pas besoin de plus d'énergie, il prend l'énergie qu'on lui donne. Et donc, par conséquent, si demain les limites planétaires ne sont imposées par la réalité et la force des choses, si on arrête de créer une monnaie infinie, si on arrête de croire à une croissance infinie, si on devient raisonnable, peut-être que Bitcoin est l'un des rares systèmes qui a déjà imposé les limites planétaires dans son code. Et c'est un des rares systèmes qui peut parfaitement accepter 1000 fois moins de consommation qu'aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé que tous les systèmes sur lesquels on vit aujourd'hui, notre logistique, notre rythme de vie, nos systèmes informatiques, nos systèmes de communication supportent 1 fois 1000 en énergie disponible. Voilà, peut-être qu'on devrait penser à ça. Peut-être qu'on devrait se dire que ça va peut-être un peu plus loin qu'une division. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre l'utilisation de Bitcoin, par exemple, avec des énergies fossiles. C'est complètement discutable, c'est même, à mon avis, extrêmement méprisable. Mais quand effectivement on mine avec des surplus, quand on mine avec des énergies renouvelables, quand on mine avec de l'énergie que de toute manière allait être jetée, c'est une bonne manière de recycler l'énergie que d'utiliser un système monétaire parallèle. Et ça va un peu plus loin qu'une division. J'accepte, et c'est tout à fait normal, que Bitcoin ait des critiques écologiques, mais il serait bon qu'elles soient bien renseignées, et qu'elles soient bien réfléchies. Et pour ça, la meilleure des solutions, c'est d'apprendre. C'est notre métier chez Alira, c'est de vous apprendre en fait toutes ces subtilités-là, pour que vous puissiez avoir un discours, même un discours écologique, rationnel et bien pensé. Voilà. Excellente journée à vous.